Je m'appelle Nathalie Brox. J'ai 33 ans. Et à 6h04 un vendredi matin gris, je suis arrivé dans l'allée de mes parents pour les emmener à l'aéroport pour le voyage de luxe de 2 semaines en Europe que j'avais passé près de 2 ans à planifier et à payer. J'avais l'itinéraire imprimé, les détails de l'enregistrement à l'aéroport sauvegardés sur mon téléphone, et un sac fourre-tout soigneusement préparé sur le siège passager avec des dossiers de voyage. Des collations et les petits bonbons à la lavande que ma mère demandait toujours avant les longs vols. J'avais même créé une liste de lecture pour le trajet parce que je voulais que la matinée soit spéciale dès le premier kilomètre. Je suis sorti, j'ai attrapé la valise de ma mère, puis je me suis figé. Ma sœur cadette est sortie de la maison derrière elle, traînant sa propre valise comme si cela avait été arrangé il y a des jours. Ma mère a souri avec cette expression calme et soignée qu'elle arborait chaque fois qu'elle avait déjà pris une décision et s'attendait à ce que tout le monde s'y plie. Nous en avons discuté, dit-elle légèrement. Ta sœur avait vraiment besoin de repos, alors nous avons décidé de l'emmener à la place. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que je l'avais mal entendu. J'avais fait des heures supplémentaires, sauté des week-ends et économisé chaque dollar supplémentaire pour ce voyage. J'avais réservé les vols, les hôtels, les visites, les dîners. Et maintenant, je me tenais dans l'allée, réalisant que j'avais été retiré de mon propre cadeau avant le lever du soleil. Mon père a baissé les yeux et a ajusté la poignée de sa valise, sans rien dire. Ma sœur m'a fait un petit haussement d'épaule, comme si j'étais censé admirer à quel point tout cela était naturel. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai chargé les bagages dans le coffre, je me suis mis au volant et je les ai conduits vers l'aéroport avec une seule pensée qui se mettait tranquillement en place. S'ils voulaient mon voyage sans moi, ils allaient apprendre à quel point ce choix était vraiment coûteux. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé quand leur avion a atterri et pourquoi mon téléphone a commencé à sonner presque sans arrêt, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment, et d'où regardez-vous? Je me demande toujours jusqu'où des histoires comme celle-ci voyagent vraiment. Le trajet jusqu'à l'aéroport donnait l'impression d'être assis dans une boîte scellée. Le silence a duré moins d'1 minute avant que ma sœur Chloé ne se penche en avant depuis la banquette arrière et ne commence à parler de Paris comme si elle avait tout organisé elle-même. Tu penses qu'on aura le temps de faire du shopping le premier jour, demanda-t-elle. Parce que j'ai vu cette fille sur TikTok qui est allée dans 3 magasins de créateurs avant le déjeuner. Ma mère, Karen, a ri doucement et a dit, nous prendrons le temps, ma chérie. Ce voyage est censé t'aider à te ressourcer. Me ressourcer? Ce mot m'a presque fait serrer le volant assez fort pour le briser. Chloé avait 28 ans, en permanence dans un vague état de récupération émotionnelle qui semblait toujours nécessiter l'argent des autres, la patience des autres ou les plans réorganisés des autres. 2 ans plus tôt, j'avais couvert 3 mois de son loyer parce que ma mère disait qu'elle était trop fragile pour gérer une expulsion. Le Noël d'avant, j'avais offert à mes parents un week-end au spa. Et d'une manière ou d'une autre, Chloé a fini par prendre l'une des réservations parce qu'elle avait davantage besoin d'une pause. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, quelqu'un dans ma famille trouvait une raison pour laquelle Chloé méritait la récompense à ma place. À peu près à mi-chemin, mon père, Michael, s'est éclairci la gorge. Nathalie, dit-il en regardant droit devant lui. Ta mère et moi apprécions vraiment tout ce que tu as fait. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Vraiment, ai-je demandé. Il a hésité, ce qui m'en a dit plus que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. Karen est intervenue rapidement. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu es forte. Chloé ne l'est pas. Voilà. La règle familiale en une seule phrase. Je n'étais pas la fille qui méritait plus. J'étais la fille qui pouvait survivre avec moins. Chloé s'est penchée plus près et a ajouté de cette fausse voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait paraître douce et supérieure en même temps. Je savais que tu comprendrais. Tu comprends toujours. J'ai continué à conduire. Au terminal, j'ai déchargé leurs bagages, leur ai remis les passeports et suis resté là pendant que ma mère m'embrassait sur la joue comme si elle n'avait rien fait de cruel. Merci d'être mature, a-t-elle murmuré. Mature. Dans ma famille, ce mot signifiait se taire, avaler l'insulte et faire en sorte que tout le monde soit à l'aise. Chloé a souri vivement. Je t'enverrai des photos, dit-elle. J'ai hoché la tête une fois et je les ai regardés disparaître tous les 3 dans le terminal avec ma planification, mon argent et ma place dans ce voyage. Je suis resté assise dans le parking de l'aéroport pendant près de 10 minutes après leur départ, laissant le silence s'installer.
Puis j'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne et j'ai vérifié le statut du vol. Embarquement. J'ai attendu qu'il passe avant vol avant de rentrer chez moi. Je ne voulais pas de scène à la porte d'embarquement. Je voulais que les conséquences arrivent là où elles ne pourraient pas être débattues en public. Une fois rentré chez moi, je suis allé directement à la table de ma cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché chaque réservation. Suite d'hôtel à Paris, transfert privé de l'aéroport, dîner croisière sur la Seine, visite guidée du Louvre, billet de train en classe affaires, appartement à Florence, excursion d'une journée en Toscane, hôtel à Rome, réservation au Vatican. J'ai tout annulé avec un calme qui m'a surprise moi-même. J'ai laissé les vols de retour intacts. J'étais furieuse, pas imprudente. Il rentrerait quand même à la maison. Il n'allait simplement pas profiter du luxe à mes frais après m'avoir exclu. Quand les emails d'annulation ont commencé à affluer, la pression dans ma poitrine a finalement commencé à se relâcher. Pour une fois, le désordre ne retombait pas sur moi. Pour une fois, je n'étais pas celle qui devait tout nettoyer. Le premier appel est arrivé avant même que je puisse m'asseoir avec un verre d'eau. Puis un autre. Puis 3 messages d'affilée de ma mère. Où est le chauffeur? Nathalie, appelle-moi immédiatement. L'hôtel dit qu'il n'y a pas de réservation à notre nom. Chloé a appelé juste après. Puis mon père, puis à nouveau ma mère. Au moment où j'ai finalement regardé mon téléphone 10 minutes plus tard, j'avais déjà 18 appels manqués. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir et je suis monté défaire la valise que j'avais préparée pour un voyage qui ne m'appartenait plus. L'ironie de suspendre des robes que j'aurais dû porter à Paris pendant que ma famille était bloquée à Charles de Gaulle ne m'a pas échappé. Après environ 1 heure, la curiosité l'a emporté. J'ai déverrouillé le téléphone et j'ai lu les textos. Ceux de Karen étaient frénétiques et de plus en plus vifs. Ce n'est pas drôle. Nous attendons avec les bagages depuis presque 1 heure. Appelle-moi maintenant et règle ça. Ceux de Chloé étaient pires. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sais-tu à quel point c'est embarrassant? Maman pleure. Mon père n'a envoyé qu'un seul message. Appelle-moi, s'il te plaît. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de finalement répondre à l'un des appels de ma mère. Elle a décroché instantanément. Nathalie, qu'as-tu fait? A-t-elle lancé. J'ai laissé le silence s'étirer 1 seconde. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, ai-je dit. Ne fais pas ça, siffla-t-elle. Le chauffeur n'est jamais venu. L'hôtel dit qu'il n'y a pas de réservation et les visites de Chloé ont disparu. Les visites de Chloé. Pas les miennes. Les siennes. Je l'ai dit clairement. Je les ai annulées. À l'autre bout du fil, tout est devenu silencieux pendant 1 demi-seconde avant que ma mère n'inspire brusquement. Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi égoïste, a-t-elle demandé. J'ai ri une fois, doucement. Égoïste? Vous m'avez remplacé dans mon propre voyage. Nous pensions que tu comprendrais, a-t-elle rétorqué. Ta sœur en avait plus besoin. Alors ta sœur aurait dû le payer, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Cela aurait dû suffire, mais ce ne fut pas le cas. Les appels ont doublé, puis triplé. Chloé a laissé un message vocal que j'ai écouté jusqu'au bout. C'est insensé, disait-elle. Nous avons dû prendre une chambre affreuse près de l'aéroport parce que tout en ville était trop cher et la carte de papa a été bloquée. Maman dit que tu surréagis, mais honnêtement, c'est tout simplement pathétique. Si tu étais blessé, tu aurais pu parler comme une adulte au lieu de faire cette vengeance. Rappelle-nous et arrange ça. En arrière-plan, je pouvais entendre ma mère se disputer avec un employé d'hôtel et une roue de valise racler bruyamment contre le carrelage. J'ai supprimé le message vocal et mis le téléphone de côté. Le lendemain, le nombre d'appels manqués a dépassé les cents. Le soir, il approchait les 200. Les messages de ma mère sont devenus plus détaillés, ce qui m'a montré exactement à quel point la chute avait été dure. Ils avaient fini dans un hôtel exigu en périphérie de la ville. Ils avaient perdu les visites privées. Ils ne pouvaient pas se permettre les trains surclassés que j'avais réservés. Mon père avait apparemment appelé un vieil ami aux États-Unis pour de l'argent parce que le voyage ne fonctionnait plus sans le confort que j'avais organisé. Un message vocal de sa part semblait presque raisonnable. Nathalie, dit-il, la voix fatiguée. Nous ne pouvons pas sauver grand-chose du voyage maintenant. Ta mère n'a pas dormi.
Chloé n'arrête pas de pleurer. Aide-nous juste à trouver un hôtel décent pour quelques nuits. Aucune excuse, aucun aveu, juste la vieille conviction que s'il semblait assez épuisé, je reprendrai mon rôle assigné et je réparerai tout. Tard cette nuit-là, j'ai répondu à un dernier appel. Ma mère a décroché à la première sonnerie, déjà en larmes. Nathalie, s'il te plaît, dit-elle. Nous sommes épuisés. Je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse commencer un discours apitoyant. Écoute attentivement. Je ne vais pas réparer ça. Vous avez fait votre choix dans cette allée. Vous avez souri en le faisant. Vous m'avez traité comme la fille fiable qui absorberait l'humiliation et continuerait à faire tourner la machine. Je ne fais plus ça. Chloé a attrapé le téléphone en arrière-plan. Tu es incroyable, lança-t-elle. Pour des vacances. Ma voix est restée calme. Non, pour un schéma répétitif. Puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Pendant les 2 jours suivants, chaque fois qu'ils essayaient de m'appeler, tout ce qu'ils entendaient était le même son mort. Tu. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, leur panique n'est pas devenue ma responsabilité. Le calme qui a suivi m'a semblé étrange au début, presque contre nature, comme si j'étais sorti d'une pièce où une machine tournait depuis si longtemps que j'avais oublié le son du silence. Le samedi matin, je suis allé en voiture au Discovery Park et j'ai marché seul pendant près d'1 heure avec mon téléphone enfoui dans la poche de mon manteau. Plus je marchais, plus je voyais clairement que le voyage en Europe n'était pas une trahison isolée. C'était juste le moment où tout le schéma était devenu trop évident pour être ignoré. Chloé avait toujours été traitée comme le centre émotionnel de la famille, tandis que j'étais traité comme le générateur de secours fiable. Quand elle échouait, je payais. Quand elle craquait, je m'adaptais. Quand elle voulait quelque chose que j'avais construit, l'histoire familiale devenait qu'elle en avait en quelque sorte plus besoin. J'ai finalement rallumé mon téléphone sur le parking et j'ai trouvé une nouvelle série de messages vocaux qui m'attendaient. J'en ai écouté un de ma mère. Sa voix semblait moins en colère maintenant, plus épuisée. Nous quittons Paris plus tôt, dit-elle. Nous n'avions pas les moyens de rester en ville, alors ton père a trouvé des billets de train moins chers pour le sud. Nous avons perdu de l'argent sur presque tout. Chloé n'arrête pas de dire qu'elle veut rentrer à la maison. S'il te plaît, appelle. En arrière-plan, je pouvais entendre Chloé et mon père se chamailler à propos d'argent. Ce détail comptait plus que je ne l'avais prévu. Ils n'étaient plus unis dans le sentiment d'avoir été lésés par moi. La pression s'était retournée contre eux. Sans moi pour absorber le coup, ils étaient finalement coincés à devoir se débrouiller entre eux. J'ai appelé ma meilleure amie Rachel en vidéo. Elle a répondu immédiatement, a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « À quel point est-ce grave ?» J'ai ri. Assez grave pour que ma mère pleure probablement sur des frais d'itinérance internationale. Rachel a souri. Alors peut-être qu'ils apprennent enfin ce que coûtent tes limites. Je lui ai tout raconté, l'aller, le sourire sur le visage de ma mère, Chloé agissant comme si on lui avait décerné mon voyage, les 200 appels, l'hôtel bon marché, la façon dont même maintenant mon père essayait encore de m'amener à aider sans admettre qu'ils avaient été cruels. Rachel a écouté sans interrompre, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je lui fais plus confiance qu'à la plupart des gens. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Ta famille a toujours traité ton sang-froid comme un service public. Il suppose qu'il sera toujours disponible. À la seconde où tu le coupes, il te traite d'instable au lieu de reconnaître à quel point ils en dépendaient. » Cette phrase m'est restée. Je lui ai demandé si elle pensait que j'étais allé trop loin. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a dit, « Tu te souviens quand mon ex n'arrêtait pas de me demander de l'argent après m'avoir trompé ? Je l'ai bloqué et je l'ai laissé gérer son propre désastre. Non pas parce que j'étais cruel, mais parce que j'en avais fini de me porter volontaire pour l'humiliation. C'est ça, une limite. Ça semble méchant pour les gens qui ont profité de ton manque de limite. » Je suis resté assise dans la voiture, à regarder l'eau, et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pendant des années, j'avais confondu être nécessaire avec être aimé. Mais ce que ma famille aimait, c'était la version de moi qui résolvait les problèmes sans leur demander de changer. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai préparé du thé et j'ai ouvert un carnet vierge. Sur la première page, j'ai écrit « Le silence n'est pas égoïste lorsque parler n'a fait qu'entraîner les gens à ignorer ta douleur. » Puis j'ai continué à écrire. J'ai écrit sur les heures supplémentaires qui ont payé l'Europe.
J'ai écrit sur toutes les petites humiliations que j'avais traitées comme normales. J'ai écrit sur le moment dans l'allée où j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment été vue comme la fille qui méritait le voyage, seulement la fille capable de le financer. Au moment où j'ai fermé le carnet, j'ai compris quelque chose clairement. Que mes parents admettent un jour pleinement la vérité n'était plus la question la plus importante. Je l'avais admise à moi-même. C'est là que tout a changé. Mon père a appelé le lendemain soir alors qu'ils étaient à l'aéroport de Rome, essayant d'avancer leur vol de retour. Je savais que c'était un aéroport avant même qu'ils ne parlent parce que je pouvais entendre des valises à roulettes, des annonces en fond sonore et ma mère chuchoter sèchement en arrière-plan. « Nathalie, dit-il après que j'ai répondu, pouvons-nous avoir une conversation calme ? » « Cela dépend, ai-je répondu. »« Appelles-tu pour t'excuser ou pour gérer ma réaction ?» Il est resté silencieux une seconde, puis a expiré. « Ta mère est épuisée. Chloé dit qu'elle ne veut même pas rentrer à la maison maintenant parce que ce voyage a été si bouleversant. » J'ai littéralement fermé les yeux à ce moment-là. Même maintenant, il essayait de centrer leur inconfort au lieu de ce qu'ils avaient fait. « Bouleversant, ai-je répété. Son ton s'est durci. Tu sais ce que je veux dire. Oui, ai-je dit. Tu veux dire que tu veux que je sois assez désolé pour te sauver une fois de plus. Puis il a essayé la phrase familière. Tu vaux mieux que ça, Nathalie. Cette phrase aurait pu fonctionner sur moi des années plus tôt, mais une fois que vous entendez la structure qui la sous-tend, vous ne pouvez plus l'ignorer. Mieux que ça signifie en réalité plus facile à culpabiliser, plus facile à utiliser, plus facile à remettre en place. Non, ai-je dit calmement. J'étais plus pratique que ça. Il a soupiré. Ta mère croyait vraiment que Chloé avait plus besoin du voyage. Elle a été déprimée et j'ai été invisible, ai-je dit. Est-ce que cela a déjà semblé urgent? Il a immédiatement répliqué. C'est injuste. Nous avons toujours été fiers de toi. J'ai ri parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Assez fier pour me retirer de mon propre voyage dans l'allée. Assez fier pour laisser Chloé parler de shopping à Paris sur la banquette arrière pendant que je vous conduisais tous à l'aéroport. Il n'avait aucune réponse à cela. Ma mère a pris le téléphone ensuite. Nathalie, s'il te plaît, dit Karen, la voix éteinte. Nous avons perdu tellement d'argent. Les hôtels de dernière minute, les billets de train changés, les visites annulées. Mon argent, les jeux interrompus. Vous avez d'abord perdu mon argent. Elle s'est remise à pleurer. Je sais, mais Chloé avait vraiment besoin de quelque chose de bien. Alors tu aurais dû lui donner quelque chose de bien avec tes propres ressources, ai-je dit. Pas les miennes. Chloé a attrapé le téléphone après ça, déjà furieuse. Tu te comportes comme une martyre, a-t-elle lancé. Maman et papa voulaient faire une gentille chose pour moi, et tu as fait souffrir tout le monde parce que tu ne supportes pas de ne pas être le centre de l'attention. Cette phrase était si éhontée qu'elle m'a presque impressionné. Tu n'as jamais été le centre de mon cadeau, ai-je dit. Tu as été la raison pour laquelle j'ai arrêté de le donner. Mon père est revenu rapidement au téléphone. Nous rentrons demain, dit-il, la voix basse et fatiguée. Je pense que nous devons nous asseoir et trouver comment avancer. Bien, ai-je dit. Alors rentré à la maison, il a fait une pause. C'est tout? C'est tout. Tu ne vas vraiment aider en rien. J'ai regardé ma cuisine silencieuse, le carnet sur la table et l'absence totale de chaos qui avait autrefois suivi chaque crise familiale. Après la fin de l'appel, j'ai ouvert le tableur que j'avais utilisé pour planifier le voyage. Certains des remboursements étaient déjà en cours de traitement. Pas tous, mais suffisamment. Assez pour me rappeler que l'effort que j'avais investi dans ce rêve avait encore de la valeur, même si les personnes pour qui je l'avais initialement construit ne le méritaient pas. Au lieu de fermer le fichier, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai tapé l'idée voyage solo Italie septembre dans la barre de recherche. Rome, Florence, Bologne, peut-être la côte amalfitaine si je voulais être imprudente d'une belle manière. Plus je cliquais, plus tout devenait clair. J'en avais fini de transformer mon succès en hommage pour des gens qui ne le remarquaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. S'il devait y avoir un voyage de luxe payé par mon travail, alors pour une fois, la personne qui le ferait serait moi. Le lendemain matin, mes parents m'ont envoyé un texto pour me dire qu'ils avaient atterri à Seattle. J'étais déjà en route pour leur maison.
J'étais assise sur le porche de mes parents avec un gobelet de café en papier quand leur taxi est enfin arrivé dans l'allée. Le ciel de fin d'après-midi était plat et gris, le genre de lumière incolore de Seattle qui donnait l'impression que tout était exposé. Ma mère est sortie la première et s'est arrêtée dès qu'elle m'a vu. Mon père a suivi plus lentement, les épaules affaissées, le visage marqué par l'épuisement. Chloé est sortie en dernier, traînant sa valise derrière elle avec le genre d'expression irritée que les gens portent quand ils pensent encore que la colère peut les protéger de la responsabilité. Aucun d'eux ne ressemblait à ce qu'il était en partant. Leurs vêtements étaient froissés, leurs cheveux en désordre, et la confiance qu'ils avaient emportée avec eux en Europe avait clairement été laissée quelque part entre les terminaux d'aéroport, les chambres d'hôtel bon marché et les réservations manquées. Chloé a parlé la première, bien sûr. Et maintenant, a-t-elle demandé sèchement. Tu es venu ici pour profiter de ça? J'ai pris une longue gorgée de mon café avant de répondre. Non, ai-je dit. Je suis venu pour qu'aucun de vous ne puisse prétendre que cela n'est pas arrivé. Ma mère a posé son sac plus fort que nécessaire. Nathalie, ça suffit, a-t-elle lancé, bien que sa voix n'ait plus de véritable force. Nous avons passé une semaine misérable. Je l'ai regardé calmement. Vraiment? Parce que de mon point de vue, vous avez fait un voyage auquel vous n'aviez pas droit, perdu le luxe que vous n'avez pas payé, et êtes rentré à la maison. Mon père s'est frotté le visage d'une main, semblant déjà vouloir que toute la conversation se termine. Pouvons-nous s'il vous plaît faire ça à l'intérieur, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Non, nous pouvons le faire ici même. C'est ici que ça a commencé. Alors, c'est ici que nous allons en parler. Je me suis alors levé et j'ai posé mon café sur la rampe du porche. Tu as souri quand tu m'as remplacé, ai-je dit, en regardant droit dans les yeux de ma mère. C'est la partie que je ne cesse de revoir. Pas seulement ce que tu as fait. La facilité avec laquelle tu l'as fait. Son visage s'est immédiatement crispé. Je pensais que tu comprendrais, dit-elle. N'utilise plus cette phrase, ai-je répondu. Chloé a croisé les bras. Tu agis comme si nous avions commis un crime, marmonna-t-elle. Je me suis tourné vers elle. Non, j'agis comme si vous aviez traité mon travail, mon argent et mes efforts comme s'ils étaient des biens communs. Vous avez agi comme si j'étais juste la personne qui finançait le voyage, pas la personne à qui il appartenait. C'est exactement ça le problème. Mon père m'a finalement regardé et a dit la seule chose que j'attendais d'entendre. Nous avons eu tort. J'ai soutenu son regard une seconde, puis j'ai hoché la tête une fois. Oui, ai-je dit. Vous avez eu tort. Les yeux de ma mère se sont à nouveau remplis de larmes. Tu nous as humiliés, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai pas adoucie non plus. Bien, ai-je dit. Peut-être que l'humiliation est la seule chose assez forte pour interrompre ce schéma. Elle a semblé stupéfaite, comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais dit quelque chose qu'elle m'aurait normalement forcé à avaler. Mais j'avais dépassé le stade de les protéger de la vérité simplement parce que cela semblait dur à voix haute. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une enveloppe, la posant sur la petite table du porche entre nous. Ceci est une liste des choses que je ne paierai plus, ai-je dit. Plus de transfert d'urgence. Plus de sauvetage pour Chloé. Plus de couverture de sa facture de téléphone, de ses manques de loyer, ou de toute autre mauvaise passe temporaire qui se transformera en la prochaine. Et plus d'attentes familiales que je doive résoudre chaque crise simplement parce que je suis celle qui a une vie stable. Chloé m'a dévisagé. Tu ne peux pas être sérieuse. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Ma mère a secoué la tête, incrédule. C'est cruel. Non, ai-je dit. Ce qui était cruel, c'était de me retirer de mon propre cadeau et de s'attendre encore à un accès illimité à tout ce que je fournis par la suite. Puis je leur ai donné la partie que je voulais qu'ils retiennent. J'ai utilisé une partie des crédits remboursés et je me suis réservé un voyage solo en Italie. Ma mère a cligné des yeux. Mon père a baissé les yeux. Chloé m'a juste regardé fixement comme si elle ne savait pas comment réagir à une version de moi qui ne demandait plus la permission de profiter de ma propre vie. Parce que j'ai finalement compris quelque chose, ai-je dit. Si c'est moi qui le gagne, c'est moi qui devrais en profiter. J'en ai assez de travailler si dur juste pour donner les récompenses à des gens qui pensent que mes efforts leur appartiennent. Pendant quelques secondes, personne n'a rien dit. Le silence n'était pas vide.
Il était lourd de la vérité qui se trouvait enfin là où aucun d'eux ne pouvait l'éviter. Mon père a de nouveau regardé l'enveloppe, puis moi, et je pouvais presque voir la prise de conscience s'installer. Il ne s'agissait plus vraiment de Paris ou de Rome ou des réservations perdues. Il s'agissait de perdre l'accès à la fille qui avait tout fait fonctionner sans jamais exiger assez en retour. Ma mère a essuyé ses larmes. Chloé avait l'air furieuse, mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose de plus petit, de plus silencieux. Peut-être la première fissure dans sa certitude qu'elle pourrait toujours retomber sur mes pattes. J'ai pris mon café et j'ai reculé vers les escaliers du porche. Vous pouvez vous excuser, ai-je dit. Vous pouvez changer. Peut-être qu'avec le temps vous le ferez vraiment, mais rien de tout cela ne vous donne un accès automatique à moi désormais. J'en ai fini d'être la fille qui maintient cette famille à l'aise à mes propres dépens. Puis je me suis dirigé vers ma voiture pendant qu'il m'appelait. Cette fois, je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Je ne me suis pas senti coupable. Et quelque part entre la sortie de cette allée et le bout de leur rue, j'ai réalisé que la légèreté dans ma poitrine n'était plus du soulagement. C'était la liberté. 7e partie. 3 mois plus tard, j'étais assise seule à un petit café à Florence avec un carnet ouvert devant moi, un expresso à moitié fini à côté de ma main, et personne au monde ne s'attendant à ce que je réorganise ma paix autour de leurs émotions. La lumière de l'après-midi se déversait sur la table en or doux, et pour la première fois depuis des années, ma vie me semblait m'appartenir entièrement. Il n'y avait pas de tension familiale qui bourdonnait sous la surface. Pas de crise de Chloé attendant de détourner la journée. Pas de pression pour transformer ma joie en quelque chose de communautaire juste pour prouver que je n'étais pas égoïste. Je pouvais commander ce que je voulais, rester aussi longtemps que je voulais, me promener dans les rues secondaires sans horaire, et changer mes plans quand j'en avais envie. Ce genre de liberté semble petit quand on le dit rapidement. Mais après des années d'obligations émotionnelles, cela semblait énorme. Sur la première page de mon journal, j'ai écrit « Personne n'est ici pour prendre ma place ». Quelques jours plus tard, assise sur un banc après avoir traversé un musée, j'ai écrit autre chose. Je pensais que l'amour signifiait prouver que je pouvais survivre plus que tout le monde. Maintenant, je pense que l'amour devrait signifier être pris en considération avant d'être blessé. Cette phrase m'est restée pour le reste du voyage. À Rome, à Florence, et dans chaque trajet en train entre les deux, je n'arrêtais pas de réaliser la même chose sous différentes formes. J'avais passé des années à retarder ma propre paix en attendant que ma famille devienne juste d'elle-même. Je pensais que si je restais assez patiente, assez généreuse, assez utile, ils finiraient par arrêter de me prendre pour acquise. Mais une justice qui dépend de votre silence n'est jamais vraiment de la justice. C'est juste un système qui fonctionne magnifiquement pour tout le monde sauf vous. Ma mère a commencé à m'envoyer des textos pendant mon absence, mais le ton était différent maintenant. Prudent, mesuré, presque respectueux. Elle envoyait des choses comme « J'espère que l'Italie est belle ». Et « Pas besoin de répondre. Je pense juste à toi ». Mon père a envoyé un message qui comptait plus que les autres. Je suis désolé d'être resté là à laisser faire. Pas, nous sommes désolés. Pas, les choses ont dégénéré. Juste une simple phrase qui admettait enfin la vérité. Cela comptait parce que l'honnêteté avait été rare dans ma famille pendant longtemps. Chloé est restée silencieuse le plus longtemps. Puis un soir, alors que je réorganisais des billets de train dans ma chambre d'hôtel, elle a appelé. J'ai failli laisser sonner. Au lieu de cela, j'ai répondu. Elle semblait différente. Pas complètement transformée. Pas soudainement sage, mais moins certaine que le monde l'amortirait toujours. Maman a dit que tu ne répondrais probablement pas, dit-elle. Elle avait probablement raison, ai-je répondu. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, j'ai trouvé un travail à temps partiel. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil. D'accord. Elle a eu une courte expiration maladroite. Dans une boutique à Bellevue. Ce n'est pas incroyable, mais c'est quelque chose. J'ai attendu. Finalement, elle a dit la partie qui comptait vraiment. Je sais que j'ai agi comme si ce voyage était le mien, et je sais que je fais ça souvent. C'est juste que elle s'est interrompue là, mais pour une fois, je n'ai pas sauvé la conversation pour elle. Je l'ai laissée s'asseoir dans l'inconfort. Puis j'ai dit, tu as toujours supposé qu'il y aurait un atterrissage en douceur, généralement parce que je le construisais. Une autre pause. Puis doucement,
elle a dit « ouais ». Ce n'était pas une scène de rédemption dramatique. Cela n'a pas tout arrangé du jour au lendemain, mais c'était la chose la plus honnête que j'avais entendue de sa part depuis des années. Et l'honnêteté, même une petite honnêteté, était plus précieuse que toute la fausse gratitude qu'elle m'avait jamais offerte auparavant. Quand je suis rentré à Seattle, je ne me suis pas précipité pour rejouer mon ancien rôle. J'ai gardé mes limites exactement là où je les avais fixées. Je répondais quand je le voulais. Je disais non quand je pensais non. Je n'ai pas redémarré l'argent, la réparation, ou le travail émotionnel qui avait autrefois maintenu toute la famille ensemble à mes dépens. Et lentement, ma famille a commencé à s'adapter à une version de moi qu'elle ne pouvait plus prendre pour acquise. Ma mère a cessé de parler de Chloé comme si elle était la seule personne fragile dans la pièce. Mon père écoutait plus et expliquait moins. Chloé, étonnamment, a gardé le travail. Une fois, elle m'a même envoyé un texto pour me poser des questions sur la budgétisation sans me demander d'argent, et cette minuscule différence signifiait plus qu'elle ne le comprenait probablement. Nous n'étions pas magiquement guéris. Et honnêtement, je ne fais pas confiance aux histoires qui emballent les familles si proprement. Mais nous ne vivions plus dans l'ancien mensonge. L'ancienne version de notre famille ne fonctionnait que parce que j'étais prête à saigner en silence pour que tout le monde soit à l'aise. Une fois que j'ai arrêté, la réalité s'est présentée à nous tous. Mes parents ont perdu l'accès à la version de moi qui rendait leur choix facile. Chloé a perdu la présomption que mon travail lui appartenait automatiquement. Et j'ai perdu quelque chose aussi. Le fantasme que si je sacrifiais assez, ils finiraient par m'aimer équitablement sans être d'abord forcés de se confronter à eux-mêmes. Cette perte a fait plus mal que je ne l'avais prévu. Il y a eu des nuits après mon retour où l'appartement semblait trop calme, et je me surprenais à attraper mon téléphone par habitude, presque prête à résoudre un problème que personne ne m'avait encore demandé. Il y a eu des moments où la culpabilité essayait encore de se déguiser en devoir. Mais chaque fois que cela se produisait, je me souvenais de l'aller, du sourire sur le visage de ma mère, et de la facilité absolue avec laquelle il m'avait effacé de quelque chose que j'avais construit avec mon propre sacrifice. Ce souvenir ne me mettait plus en colère comme avant. Au lieu de cela, il me rappelait pourquoi la limite devait rester là où je l'avais placée. Quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé mes parents pour un café dans un lieu neutre. Pas de maison familiale, pas de Porsche, pas de décor construit autour de vieux schémas. Ma mère m'a regardé longuement avant de dire très doucement, « Je pense que j'ai passé des années à te qualifier de forte alors que ce que je voulais vraiment dire, c'était pratique. » Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je voulais que la vérité s'installe pleinement avant d'adoucir quoi que ce soit autour. Mon père a baissé les yeux sur sa tasse et a ajouté, « J'aurais dû l'arrêter ce matin-là. » Oui, ai-je dit à nouveau. Il n'y a pas eu de discours de pardon dramatique, pas de grande réunion, juste la vérité enfin dite à un volume normal. Et d'une manière ou d'une autre, cela semblait plus puissant que les larmes n'auraient jamais pu l'être. C'est la vérité sur des histoires comme celle-ci. La vengeance la plus satisfaisante n'est pas toujours la destruction. Parfois, c'est le moment où le schéma se brise si complètement que tout le monde doit vivre dans la réalité par la suite. Mes parents ont perdu l'accès à la version de moi qui rendait leur choix facile. Chloé a perdu la présomption que mon travail lui appartenait automatiquement. Et j'ai perdu l'illusion que l'amour pouvait être gagné par un sacrifice sans fin. Perdre cette illusion a fait mal, mais cela m'a aussi libéré. Alors s'il y a une chose que j'ai ramenée d'Europe et que j'ai ensuite réapprise par moi-même en Italie, c'est ceci. Parfois, le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir à votre famille n'est pas un autre sacrifice, un autre sauvetage ou une autre chance de vous utiliser. Parfois, c'est la limite qui force enfin tout le monde à faire face à la vérité. Non pas parce que vous les détestez, non pas parce que vous voulez vous venger pour toujours, mais parce que l'amour sans limite se transforme en permission. Et la permission est là où le droit acquis grandit. Avez-vous déjà dû devenir l'égoïste juste pour cesser d'être la personne sur laquelle tout le monde s'appuyait sans gratitude? Dites-le moi dans les commentaires car je sais que je ne suis pas la seule à avoir dû apprendre que la paix commence parfois par un simple mot nécessaire. Non. Merci d'avoir écouté cette histoire avec nous. Ceci est une histoire fictive créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappelle que la clôture ne vient pas toujours d'une excuse. Parfois, la clôture vient lorsque vous cessez d'attendre que les gens comprennent les dommages qu'ils ont causés et que vous choisissez enfin la paix pour vous-même.